Et Fenrir, c'est celui qui va tuer Odin. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit peu la hiérarchie. Et d'ailleurs, Fenrir va se faire tuer par Thor, et Thor va mourir des mains du serpent monde, le serpent là qu'on voit à gauche. Attention, je tiens juste à préciser que Loki n'est pas le roi d'Elbaf, Loki est le prince d'Elbaf. Est-ce que le retour des nerfs, ce sera sur Elbaf? Potentiellement, en vrai. Hein. En vrai, il y a grave moyen maintenant que j'y pense. Hein. On voit également ces rôles célestes au chapitre 1077, au moment où Kid la merde s'apprête à aller combattre Shanks sur Elbaf. Bref, pour moi, c'est totalement plié. Donc, Grâce à son cascade, exécution des exactement lianes, à peut-être. 10 000 mètres d'altitude, On verra. Urouge aurait donc très certainement pu J'espère que c'est une emprunter forêt. l'une de ses routes magiques et rejoindre ainsi Asgard sur Elbaf, la terre de Shanks, le seul empereur pré-ellipse qui n'a pas encore eu d'interaction avec Urouge. En vrai, c'est pas beau ça? En effet, comme le disait Law à Luffy sur Punk Hazard, pour survivre dans le nouveau monde, soit on confronte un empereur, soit on se soumet à lui. Et la bonne leçon que s'est ramassée Urouge après sa défaite contre Cracker, additionnée à sa sagesse naturelle, me laisse penser qu'il s'est allié à Shanks une fois arrivé sur l'île des géants. Et ça ferait parfaitement sens, parce que scénaristiquement, on apprend au chapitre 1090 qu'Elbaf est le prochain arc de One Piece. Donc ça permettrait enfin à Oda de développer son dernier supernova durant l'arc des géants, avant la guerre finale qui attend nos protagonistes. Sans compter que si le moine dépravé est en quête de réponse sur l'histoire de son peuple, en rapport avec le siècle manquant et tout le gros blablabla qui l'entoure, bah c'est l'île parfaite puisqu'on apprend au chapitre 1066 que toutes les connaissances sur le siècle oublié se situent maintenant à Elbaf. Bref, après tous ces nombreux faits, Urouge risque très fortement de se retrouver sur Elbaf lors de l'arrivée des Mugiwara dans quelques mois. Et je pense que le moine dépravé pourra jouer un rôle clé et sans mauvais jeu de mots apporter un beau coup de crayon dans le combat final de cet arc. Après un combat contre Ener lors du Ragnarok. Alors tenez-vous bien les refs, c'est une théorie peu connue dans la communauté à propos de l'arc de l'île nordique en elle-même, et très peu développée, voire pas du tout. Alors vu que j'en suis vraiment convaincu, j'ai fait beaucoup de recherches et je vais y prendre racine pour vous expliquer pourquoi ça arrivera et la dinguerie qui va se dérouler là-bas. Le Ragnarok est dans la mythologie nordique une fin du monde prophétique qui situe. Ok. Du coup, je voulais discuter avant qu'on passe dans le Ragnarok, parce que justement, et même moi, je connais, enfin, je suis trop fan, j'adore tout ce qui est mythologie. Et là, ces dernières années, je me suis renseigné au max sur la mythologie nordique, parce que elle est à la mode, là. Là, en ce moment, elle est à la mode de ouf. Donc, on va discuter de Elbaf. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses quand même qui pourraient se passer à Elbaf, comme l'apparition de Urouge. C'est ça que je voulais parler. C'est que en fait, Urouge, personnellement, j'ai l'impression qu'il a un lien étroit avec les Bilkans. J'ai l'impression qu'il a un lien étroit avec Ener, et j'ai l'impression qu'il a un lien étroit avec les Lunaria et les peuples de la Lune. Et pour moi, ça là, toutes ces informations, mais je peux me tromper, je vous expliquerai après pourquoi. Pour moi, toutes ces informations, ils vont être mis dans un seul arc, tu vois. Pour moi, le Ragnarok, Elbaf et tout, ça va être un développement très spécial. On sait déjà que Kid a été, pour moi, emprisonné à Elbaf. Je pense qu'il s'est échoué sur la plage. On a vu que ses collègues, il y avait des collègues qui n'étaient pas complètement KO, tu vois. Donc potentiellement, ils ont pu les récupérer, etc. Emprisonnés à Elbaf, machin chose et tout. Donc je pense qu'il va y avoir des supernovas. Peut-être Capone, hein, peut-être on va le revoir, hein, qui lui continue sa route, on ne l'a pas revu depuis. Donc potentiellement, il peut y avoir des supernovas. C'est vrai que Urouge, c'est celui qui est le plus prédispositionné à être sur Elbaf. C'est le plus logique, parce que c'est le dernier, on n'a pas eu de développement, et c'est sur Elbaf. Mais en fait, pour moi, il y a vraiment un arc qui va être Luffy dans l'espace, Luffy direction Raftel et tout, tu vois, vraiment le dernier arc avant le One Piece, avant surtout Raftel. Et cet arc-là, ça va pour moi rassembler Ener,
tout ce qu'il a connu sur la Lune et tout, tu vois, son retour avec U-Rouge, avec tous les mystères du siècle oublié, mais aussi les origines lunaires, les origines spatiales des peuples de One Piece, des races de One Piece. Pour les assidus de la chaîne, vous connaissez les gars, vous connaissez, j'ai fait plein de théories, je vous invite à les regarder. Ensuite, pour U-Rouge, moi je le vois comme ça. Par contre, ce qui pourrait être totalement possible, c'est que U-Rouge fasse son entrée, un peu comme Bonnie, dans l'arc Elbaf. Donc comme ça, on a le U-Rouge à Elbaf, et qu'après U-Rouge continue sa route un peu comme l'eau, un peu comme plein de monde, tu vois, qui va continuer sa route avec Luffy pendant un laps de temps, et après nous quitter, tu vois, parce que voilà, c'est comme ça que ça marche, quoi. Et du coup, ça ferait en sorte que tous les Mugiwara, tous les... même Hawkins, je pensais à Hawkins, mais même Hawkins pourrait se retrouver sur Elbaf d'une manière ou d'une autre pour son retour. Tout le monde pense qu'il est mort, il avait 1% de chance de survie, et on connaît Oda, 1% de chance de survie, ça veut quasiment dire 100%. Quand quelqu'un est mort, dans One Piece, on le sait. On le sait parce qu'il n'y a pas de doute, tu vois. Quand tu as le doute, c'est qu'il y a moyen qu'il soit vivant, genre. Et du coup, je pense qu'il y a moyen qu'il pourrait revenir et tout à ce moment-là et tout. Parce que je pense qu'il va se passer quelque chose de colossal à Elbaf, et je pense qu'on va en parler là, mais pour moi, c'est légendaire. Vous avez déjà mon avis sur le Ragnarok. Ragnarok, je vais donner ma théorie vite fait, comme ça après on pourra faire la comparaison directement avec ce qu'il va dire. Mais pour moi, le Ragnarok, donc Loki c'est le père de Fenrir. Fenrir, c'est celui qui va manger le bras de Tyr, dieu de la guerre, et Fenrir, c'est celui qui va tuer Odin. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit peu la hiérarchie. Et d'ailleurs, Fenrir va se faire tuer par Thor, et Thor va mourir des mains du Jormungand, c'est ça? Ouais, du serpent monde, le serpent là qu'on voit à gauche. Donc ça, c'est le combat pendant le Ragnarok, c'est vraiment ce combat-là, Thor vs le serpent monde, Fenrir vs Odin, donc c'est les deux images qu'on a là. Et du coup, les dieux vont perdre et Asgard va être détruite. C'est ça, là, en fait, la fin du Ragnarok, en fait. À la fin, tout Asgard est détruit et seuls les autres royaumes demeurent. Tu vois. Et du coup, bah, c'est la victoire, entre guillemets, des géants qui sont censés être méchants d'un point de vue asgardien, mais qui dans One Piece, sont alliés. Donc peut-être que les Asgardiens, les dieux, qui se prennent un petit peu, enfin qui pourraient se prendre comme les Tenryubito pour des dieux, des gens divins, des gens qui viendraient des cieux, etc., etc., et qui gouverneraient tous les autres en les traitant d'insectes, pourraient être une sorte de variante des Tenryubito. On a les Tenryubito d'un côté, et de l'autre côté, on aurait les Asgardiens, et Luffy commencerait à vouloir détruire Asgard, détruire tous les Asgardiens, en compagnie de Loki qui pourrait être un grand allié, et du coup, ça fera en sorte que Asgard soit détruite, que les géants triomphent, on sait que les géants ils sont alliés, et que du coup, à la fin, on termine on en termine avec cet arc d'Elbaf, avec une gigantesque guerre, et ça va être un gros arc, tu vois. Je dirais pas autant que Wano Kuni, mais pas loin. Ça va être plus être Dressrosa, Wano Kuni, que des arcs de transition comme Egghead, ou même comme Punk Hazard, ou des arcs comme ça, tu vois. Donc pour moi, ça va vraiment être un gros arc. Et après Elbaf, on a un arc de transition, donc qui va sûrement être l'arc Roadstar. Et après l'arc Roadstar, l'arc pour Raftel. Donc pour moi, il y aura tout ce qui est Luffy dans l'espace, Ener, potentiellement U-Rouge qui va accompagner Luffy. Et après tout ça, après avoir connu le secret, l'histoire de Joy Boy, le secret du siècle oublié et tout ce qui s'ensuit, on fait demi-tour jusqu'à Marijoa pour entamer la guerre finale de One Piece. C'est comme ça que je le vois, je pense que ça va se passer comme ça, et on verra bien. Donc voilà, vous avez ma théorie sur Elbaf, et j'ajoutais des commentaires sur ce qu'il va dire. Donc let's go les gars. Illustre à travers une volonté de Loki de détruire Yggdrasil. Sauf que Yggdrasil est réputé pour être indestructible. Rien ne peut détruire cet arbre géant. Loki va donc user de sa malice et d'énormes moyens, du genre un gros serpent rouge mythique, entraînant une guerre opposant les géants du royaume de Jotunheim et lui au
reste des dieux nordiques. Et d'après les grands schémas d'arc de One Piece, où on a toujours à la fin une énorme guerre et une véritable autodestruction de l'île où on se trouve, l'idée que cette théorie se réalise n'est pas du tout déconnante, elle est même très probable. Surtout qu'Oda nous en a déjà donné les prémices. Tout comme le conte le prétend et comme beaucoup de monde le pense, on sait déjà que Loki sera un antagoniste. On le sait même dès le chapitre 714 où Ajroudin révèle posséder comme rêve de devenir le roi d'Elbaf. Et vous connaissez l'importance des rêves dans One Piece. Et sachant que Loki est justement actuellement le souverain de l'île, pour qu'Ajroudin en devienne le roi, ce dernier devra forcément être détruit. Attention, je tiens juste à préciser que Loki n'est pas le roi d'Elbaf, Loki est le prince d'Elbaf. C'est-à-dire qu'il doit y avoir potentiellement avoir un roi et doit y avoir plusieurs prétendants au titre. Et vu que c'est mythologie nordique, ça voudrait dire que c'est le plus fort qui l'emporte. Tout simplement, c'est la loi du plus fort. Et c'est le plus fort qui devient le roi. Et je pense que Loki, ça peut être quelqu'un de très très fort. Vous connaissez ma théorie avec les armes antiques et tout, je pense qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, là, il ne l'a pas cité, je ne sais pas s'il va le citer après. J'ai entendu parler d'un serpent, mais nous, on connaît le nom d'un serpent, un serpent rouge de sang, ça a été énuméré pendant l'arc Little Garden. Little Garden, qui était l'arc d'introduction des géants, de Dory et Broggy. Dory et Broggy ont fait une attaque double qui ressemble étrangement à l'attaque de Big Mom et Kaido. Et cette attaque, donc pour moi, ça c'est une attaque ancestrale transmise chez les géants. Et Big Mom, pour moi, elle l'a appris là-bas et elle l'a appris à Kaido en duo, etc. quand ils étaient chez les Rocks. Je le vois bien comme ça. Et du coup, pendant que Dory et Broggy à Little Garden tuaient le poisson rouge géant là, ils ont dit qu'il y avait personne qui pouvait résister à cette attaque à part une seule chose. Et c'était le serpent rouge de sang. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était Shanks, mais c'est pas possible que ce soit Shanks pour une raison toute simple, parce que ça fait plus de 100 ans que Dory et Broggy se battent sur leur île, et Shanks était bien évidemment pas né il y a 100 ans, donc Shanks ne peut pas être le serpent rouge de sang. Et pour moi, comme je vous l'ai dit, le serpent rouge de sang, c'est soit un dragon mythologique contrôlé par Loki, et ça pourrait être le parallèle avec Shirahoshi qui contrôle les rois des mers. Et là, Loki contrôlerait le roi des cieux, tu vois. Et Momonosuke, lui, pourrait être la dernière arme antique en contrôlant Zunisha. Et ben là, le serpent rouge de sang pourrait être ouais, comme le serpent monde, tu vois. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a donné une théorie qui était pas mal, qui va en contradiction avec la mienne. Comme ça, vous avez deux théories différentes. C'est que le serpent rouge de sang, ça pourrait être Redline. Pourquoi? Parce que Redline, c'est rouge, et Redline fait le tour de la Terre. Et en fait, dans la mythologie nordique, on dit que Jormungand, le serpent monde, il est tellement grand qu'il peut faire le tour de la tête et tour de la terre, pardon, et il peut se mordre la queue. Et du coup, comme Redline, qui pourrait être indestructible, ça pourrait aller très très bien avec la théorie du fait que Dory et Broggy ont dit que la seule chose qu'ils puissent pas casser avec leur hache, c'est Redline. Et c'est joli, je pense qu'ils ont déjà essayé pour faciliter les passages et tout entre les mers et tout. Et puis d'ailleurs, ils sont pas très loin de Redline, donc ils ont dû se rendre compte qu'on peut pas détruire Redline, et peut-être que c'est ce qu'ils attendent de Luffy, de Nika, du dieu soleil. Donc évidemment, je pense sincèrement que il y a soit Redline représente le serpent monde, ou soit le serpent monde c'est un espèce de serpent gigantesque, potentiellement dragon, tu vois, qui pourrait être une arme magique tout simplement. Et ça expliquerait pourquoi Shanks n'a pas pris le trône d'Elbaf, parce que normalement la loi du plus fort, Shanks, ça doit être lui sur le trône tout simplement. Ça expliquerait beaucoup de choses, tu vois, parce que Shanks il peut pas s'attaquer à une arme antique comme ça ferait beaucoup trop de dégâts. Et puis il doit y avoir aussi la prophétie, je pense qu'il va y avoir la prophétie du Ragnarok, etc. Donc c'est légendaire. Continuons la petite vidéo. Et sachant parce que j'aime bien. Luffy n'aidera à détrôner un roi honnête, il y a plus de chances que Loki soit un souverain maléfique qu'un simple dieu. Surtout, je le rappelle, quand on connaît la légende. Ainsi, en prévision du Ragnarok, Oda nous aurait déjà introduit ses acteurs, et ce depuis longtemps, en nous introduisant le dieu Loki, antagoniste, son armée de géants. Non, moi les gars, là je vais juste contredire ce qu'il a dit, parce que c'est vrai que moi la première chose que j'ai il en parle du serpent rouge de sang, donc on va discuter de tout ça. Mais pour en revenir à Loki, pour moi je vais contredire ce qu'il dit par rapport au fait que Loki pourrait être quelqu'un de méchant, parce qu'en fait c'est quelque chose d'instinctif, c'est-à-dire que Loki c'est forcément quelqu'un de méchant. Pourquoi? Parce que c'est le dieu de la malice, dieu malicieux et tout, etc., etc.
un bâtard, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en gros, il est né c'est le fils d'un géant, donc c'est les ennemis des Asgardiens. Donc en fait, c'est la vision des Asgardiens. En fait, le côté méchant de Loki, c'est le côté Asgardien. En fait, les Asgardiens, pour moi, ils ont dû toujours renier Loki, et c'est ça qui a fait qu'ils le détestaient et que, inversement, Loki détestait les Asgardiens à cause de leur mépris, à cause du fait qu'ils savent qu'il est une personne. Ouais, c'est un peu un ennemi naturel des Asgardiens, tu vois, de par sa lignée, de par du fait que c'est un fils de géant dans la mythologie nordique, évidemment. Et en fait, pour moi, clairement, je pense sincèrement que Loki, c'est un gentil. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est un méchant. On a vu Lola refuser l'invitation, mais quand on a vu Loki, on imagine difficilement un méchant offrir une marguerite, wesh, comme si c'était un enfant, tu vois, à Lola, tu vois. Lola, elle a refusé parce que je pense qu'elle voulait aller à l'aventure, elle voulait profiter de la vie et tout, tu vois, ce qui est compréhensible. Mais pour moi, Loki, c'est quelqu'un de profondément gentil et c'est quelqu'un qui va être du côté de Luffy, à mon avis. Mais c'est que mon avis, les gars, hein, vous connaissez. Et pour moi, les Asgardiens, c'est les dieux As, les dieux. Et vous savez dans One Piece comment les dieux sont considérés. Et vu que Asgard, dans la mythologie nordique, doit être détruite, si Oda s'inspire de cette mythologie pour la rendre réelle dans One Piece, Asgard, si Luffy détruit Asgard, c'est parce que les Asgardiens et le monde d'Asgard, c'est un mauvais monde. C'est pas quelque chose qu'on a envie de voir, tu vois. Donc sincèrement, moi je pense sérieusement que Asgard, c'est les dieux, les ennemis de Luffy, et Loki vit avec les dieux, mais il les aime pas trop, et à la fin, ce serait un peu le traître des Asgardiens, et bien sûr, il y aura un traître dans notre camp, comme on a l'habitude de voir, comme à Wano, comme à Egghead, et potentiellement dans plein d'autres arcs futurs, je l'espère. Donc let's go, on continue. Serpent rouge gère des gros conflits avec les autres dieux, ainsi qu'Yggdrasil qu'il voudrait potentiellement détruire, représenté assurément par l'arbre d'Adam, tout comme Ève étant à 10 000 mètres d'altitude, et comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui lui aussi, on l'apprend au chapitre 431, censé être indestructible. Encore une fois, tout comme Yggdrasil, tout concorde minutieusement, parfaitement, pour que le Ragnarok se produise, le plus gros événement mythologique du siècle, qui selon les légendes apparaîtrait tous les millénaires. Et puisqu'on sait qu'Ajrudin sera de la partie, s'il vient bien, faisant partie de la flotte de Luffy, on peut carrément supposer qu'il sera accompagné par le reste d'entre eux, donnant enfin vie au fameux grand incident majeur concernant ce qu'allait vivre Luffy et sa flotte, dont parlait le narrateur au chapitre 800. Mais Ça c'est vrai, revenons sur c'est possible de Dans ouf. mon autre vidéo sur le sujet, je vous ai prouvé qu'Ener se retrouvera lui aussi sur Elbaf en 2024. Mais donc les refs, si Rouge est actuellement sur Elbaf et qu'Ener arrivera sur Elbaf dans le futur, bah il y aura forcément une confrontation, non? Et oui, exactement, c'est ce que je pense. Et je pense également que c'est Rouge qui va gagner si jamais il y a un combat. Et je dis pas ça parce que c'est mon personnage préféré. Côté scénario, on l'a vu dans mon ancienne vidéo sur lui et je vous la conseille très fortement. Rouge est à 100% bican. Et puisqu'on apprend au chapitre 279 que le dieu du tonnerre a détruit sa cité céleste il y a 8 ans de cela avec l'ellipse, déjà ils vont pas se checker en mode et t'as détruit mon pays, let's go, bah allons boire un verre. Non, ils ont un passif ensemble. Ener a détruit l'île, il y a sûrement eu des tensions entre les deux à l'époque, quoi qu'il se soit passé. Et si jamais il y a une confrontation sur Elbaf, il serait plus intéressant scénaristiquement de parler de cet événement, de révéler ce qu'il s'est passé avec le fameux flashback de Bilka, hop là, une pierre de coups, et de faire en sorte que Rouge arrive à venger son peuple, ou en tout cas à prendre sa revanche, et ce en vainquant Enelu. De plus, lors de l'entraînement de l'ellipse du moine fou, celui-ci est vu en train d'accoster une île très étrange sous une pluie d'éclairs, et la doyenne en question qui y réside lui a mystérieusement proposé des parapluies pour se protéger de la foudre. Quelqu'un lui dit que... Et je pense pas que ce détail soit insignifiant, je pense même que c'est possiblement un indice, surtout par rapport à la faiblesse du rouge quant aux éclairs. On l'a déjà vu, il en a peur et ils sont la cause de ces deux seules pertes de sourire de tout le manga. Une faiblesse qui sera sûrement réglée du coup grâce à l'entraînement qu'a subi Rouge sur cette île pendant l'ellipse. Comme le dit la vieille femme avec le parapluie ou autre chose, lui apprenant à s'immuniser contre la foudre. Et avec ce combat, le dieu de la foudre ne s'étant jamais remis en question jusque-là, risque grâce à cette défaite, face à face avec son horrible passé, de mûrir enfin. Et il y a quelques minutes, je vous expliquais où, quand et avec qui le Ragnarok allait se réaliser dans l'œuvre. Loki, les géants, les dieux s'opposant à eux, tout ça. Et bien dans le mythe originel, à la fin, tout le monde meurt.
Voilà, c'est aussi simple que ça, C'est vrai en d'ailleurs, plus. personne ne survit. Et ce, avant la régénération d'Yggdrasil, recréant un monde naturel et tout blanc. Il y en a qui survivent, mais ils sont téléportés. Genre par exemple, le serpent monde, lui, il est téléporté. Thor, il va faire une attaque électrique tellement puissante qu'il va le faire remonter dans le temps. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Peut-être que le serpent monde, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, tu vois. Peut-être c'est le serpent qui a sur l'île Céleste, qui a été renvoyé dans le passé. Ouais, ça va être... Ouais, on verra, mais on peut théoriser tellement de trucs. Mais j'espère que Oda va faire des trucs comme ça. À être rebâti. Mais cette réincarnation magique qui apporte une fin heureuse au conte, elle n'est pas due au hasard. Car en effet, cette fin mythologique, toujours dans le conte, elle est due au sacrifice d'un dieu, Thor. Et vous voyez où je veux en venir. Thor qui, selon la légende, décida de se sacrifier contre le serpent rouge, le Jormungand, pour la survie de ses amis les dieux. Un schéma qui s'appliquerait donc parfaitement à Thor dans One Piece face au fameux serpent rouge en fin d'arc. Et Ner qui se sacrifie devant tous pour se faire pardonner ses péchés. Réel. Ah, et Ner, il serait considéré comme le Thor de One Piece. Ah ouais, ça, je l'avais pas vu. Ça, c'est vrai qu'en plus, ça pourrait le faire de ouf. Après, Ner, je le vois plus comme un, ouais, un dieu japonais. Mais il pourrait être la personnification Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf. Et en plus, ça rend trop bien. Parce que regardez, avec ma théorie. euh, Si on prend Loki. Dans ma théorie, Loki, c'est un gentil et les Asgardiens, c'est des méchants. Et les Asgardiens, peut-être qu'ils sont un peu comme Ener, tu vois. Genre, Bilkan, machin chose, méprisant, etc. etc. C'est des dieux, ils veulent être au-dessus de tout le monde. Donc là, on voit Ener qui va, entre guillemets, défendre Asgard, qui pourrait être, je sais pas, une patrie qu'il aime bien, ou j'en sais rien, tu vois. Et du coup, c'est le Thor dans One Piece. Et lui, il va se battre contre le serpent rouge de sang. Et pour moi, le serpent rouge de sang, c'est... euh, ouais, c'est un dragon contrôlé par l'arme antique Loki. Et dans la mythologie, le serpent monde, c'est le fils de Loki. Du coup, en fait, ça correspond parfaitement. En tout cas, les ennemis, les alliés, ça correspondrait bien. Est-ce que le retour des nerfs, ce sera sur Elbaf? Potentiellement, en vrai. Hein. En vrai, il y a grave moyen maintenant que j'y pense. Hein. Ils ont